je voulais juste commencer par dire une chose. Tu te présentes. Je m'appelle Adrien, je suis adhérent à la CGT, mais je ne viens pas pour la CGT. Avec quelques copains qui sont un peu dans la salle, on a distribué le tract en appelant à cette réunion. Je ne sais pas si vous les avez vus, voilà. On l'a fait, c'était pas très facile. Souvent les gens nous disaient d'ailleurs, mais vous êtes qui? On disait, bah, on est des gens qui sont pour construire un mouvement anti-guerre en France, mais c'est vrai qu'on a besoin, on a eu une structure. Voilà. Je voulais juste réagir à ce que j'ai entendu. Et en fait, j'entends toujours la même chose. Je pense que le monde a beaucoup de chance d'avoir une gauche française qui est capable, du haut de on ne sait pas quoi, de distribuer les bons points, les mauvais points dans les guerres civiles qui se passent un peu partout et de dire qui sont les gentils qu'il faut combattre et qui sont les méchants. Les méchants qu'il faut combattre et les gentils qu'il faut soutenir. Le problème, c'est que ça fait 200 ans que ça dure, en fait. Et je pense que c'est lié. C'est ça qui explique le fait que la gauche française n'ait pas été la plus efficace des gauches du monde dans le fait de construire des mouvements anti-guerre. On est un peu les moins efficaces, enfin, en tout cas en Europe. Quand vous comparez avec les Anglais, quand vous comparez avec les Espagnols, ce qui s'est passé le 15 mars 2004, il y a eu un attentat comparable au 13 novembre. Des centaines de morts et de blessés, les Espagnols sont traumatisés dans des gares ouvrières. Le matin, c'était même pas avec un de café, mais c'était vraiment... Voilà. Et bien, 3 jours plus tard, le gouvernement, il tombait. Parce que la gauche espagnole, elle était capable de dire qu'elle était contre cette guerre. Pourquoi? Parce qu'elle ne désignait pas des ennemis. La gauche espagnole, elle ne disait pas, bah, eux c'est les méchants, eux c'est les gentils, il faut soutenir eux. Surtout que si honnêtement, si on regarde un petit peu la politique française, particulièrement en Irak et en Syrie, on a soutenu depuis 3 ans tout le monde et n'importe qui, et à chaque fois tout le monde trouvait ça génial. Je pense qu'il y a un argument qu'il faudrait avoir, c'est que la France, elle ne peut pas avoir un rôle positif actuellement dans la région. Systématiquement, elle défend les forces contre-révolutionnaires quand il y a une révolution. On a soutenu la France, a soutenu Ben Ali. La France, on vient de vendre des armes à l'Égypte, qui est un régime criminel, qui est un régime qui exécute en masse les opposants politiques. Voilà. Je pense que ce qu'on peut faire ici, ce qui serait un bon début, ce serait avoir un mouvement anti-guerre en France, c'est-à-dire un mouvement qui empêche notre gouvernement de participer à cette guerre. Et ça serait bien plus efficace que de dire, voilà, ceux-ci sont les gentils, ceux-là sont les méchants. Voilà, ce qui ne sert à rien, ce qui n'aide personne, en fait, concrètement. À mon avis, les mots d'ordre qu'il faudrait qu'on se donne, c'est des mots d'ordre minimaux, mais ce serait non-bombardement en Irak et en Syrie. Voilà, dire le 13 novembre, ça ne sort pas de nulle part. Quand ils ont bombardé l'hôpital de Raqqa le 15 novembre au soir, dans la nuit du 15 au 16 novembre, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre qu'a fait notre gouvernement, et personne n'a rien dit. Et bien, il faudrait que nous, on commence par le dénoncer. Une deuxième chose, effectivement, c'est non aux interventions et aux occupations. Skéliman Delphi était très juste, j'ai trouvé, sur qu'est-ce qu'on fait encore dans le Sahel, qu'est-ce qu'on fait au Niger, qu'est-ce qu'on fait en Centrafrique. Et le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait des forces spéciales françaises, qu'il y ait des armes françaises qui soient données à des factions belligérantes. Voilà. Un troisième qui me semble important parce que c'est lié et qu'il y a une campagne qui va avoir lieu et que je pense que c'est important, c'est la question du racisme et de l'islamophobie. C'est que cette guerre, elle est possible parce que le racisme et l'islamophobie légitiment cette guerre. Et en retour, cette guerre, elle encourage ceux qui veulent attaquer les mosquées, ceux qui veulent attaquer les femmes qui portent le foulard, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier mot d'ordre, c'est la question de l'état d'urgence. Voilà. Et pour ça, je suis assez d'accord pour faire des comités locaux. Je pense qu'il faudrait peut-être un collectif national, voilà, histoire de donner du poids, avoir des organisations. La CGT a pris une position qui est assez juste. La CGT Paris aussi est assez juste dans sa dénonciation de la guerre. Voilà, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus pour monter un collectif national, avoir des comités locaux. Et concrètement, une première date qui pourrait être bien, ce serait la manif du 30 janvier sur la question de l'état d'urgence, être présent, avoir peut-être un argumentaire, je ne sais pas si on peut, mais rédiger un argumentaire, un ensemble d'arguments, la question des salaires et de la guerre, la question du racisme. Pourquoi on est contre cette guerre? Parce qu'on n'a pas encore, il faut mener cette bataille idéologique. Voilà. Je serai pas loin. Moi, je suis Alain Dervin de la CNT. Et donc, moi, j'ai un mandat. On a un mandat. Il y a plusieurs de la CNT aujourd'hui ce soir-là. On a un mandat confédéral, national, pour enfin, et merci aux organisateurs de cette initiative de ce soir, parce qu'on était impatients. Nous étions quelques organisations. Au lendemain, c'était quand on a rédigé ça avec les camarades d'AL et du NPA, c'était au lendemain des attentats. On avait déjà écrit ce texte, leur guerre, nos morts. Bien évidemment, en tant que syndicat, on avait publié un communiqué aussi, pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes. Mais je ne veux pas vous faire
le contenu de ce soir. Moi, je voudrais peut-être que votre texte soit publié quelque part, dans un site, le site anti-guerre que nous allons construire ensemble. Mais pour aller vite et concret, puisque les camarades viennent déjà de faire des propositions, d'abord, il faut qu'on puisse avoir, je crois qu'il y a un réel déficit militant d'argumentaire sur la question internationale. On a peut-être Le Monde pour les lecteurs attentifs, on a peut-être quelques journaux, nos publications syndicales, je suis d'accord, Le Monde n'est pas parfait, le quotidien non plus. Je pense que du coup, il nous faut un argumentaire pour qu'on puisse effectivement se mobiliser. Et comme le camarade, je terminerai là-dessus en fait, nous on attend qu'il y ait des initiatives visibles, parce que ce soir, tu le disais tout à l'heure, je ne sais plus, on n'est pas au début, on n'a rien commencé. On est entre nous, on est dans les réseaux. Pareil pour le comité pour Stop État d'urgence. Pour l'instant, on ramone un peu pour que tout le monde se bouge. Ça y est, on a une date. C'est le 30 janvier. C'est partout en France, une place de la République, il y aura des manifestations. Ça n'a pas été sans mal quand même, hein. Mais on va y arriver. Et donc, effectivement, il faut que le 30 janvier, on ait un cortège spécifique anti-guerre. Ça me paraît évident. Sachant que sur ces questions-là, je sais qu'il y a un certain nombre d'organisations qui sont, disons, ou des débats internes aux organisations qui ne sont pas si évidents que cela. Mais je pense qu'il faut tout de suite commencer à être visible. Et pour être visible, j'arrêterai là-dessus, il faut un argumentaire, du matériel, un site, des comités locaux et un comité national. Voilà. Bonjour d'abord, c'est vrai que c'est un premier meeting, c'est contre la guerre. Je salue cette initiative. Je m'appelle Ali, je suis un militant de la CGT. Et je viens de Moyen-Orient, d'origine du Moyen-Orient, mais malheureusement ça fait 36 ans que je ne vais pas retourner. Voilà, c'est la petite présentation. Par contre, quand j'ai vu le texte de meeting, mais au fond, je ne suis pas d'accord de certaines choses qui étaient oubliées. La première chose, nulle part, la question d'impérialisme est abordée. Là, ce n'est pas la guerre de Hollande. C'est la guerre d'une classe de bourgeoisie, une classe dominante au niveau du mondial, qui s'appelle système impérialiste, qui mène la guerre. Contre qui, pourquoi? Tant qu'on n'a pas creusé cette question, toutes les mesures, tous les débats, ça reste superficiel. Deuxième chose, si on n'arrive pas à nous interroger, nous interpeller depuis 1991, les premières guerres de Golfe, d'ici à pour ce travail, un meeting est préparé, derrière lui, était annulé. Certaines forces politiques ont empêché. Encore la suite. Deuxième guerre mondiale, deuxième guerre de Golfe, et jusqu'à la troisième, que Chirac il a été contre les guerres, qu'on a mobilisé encore de plus. Si on n'interpelle pas de l'autre, ne pas couper l'autre, coordonne avec une autre bourgeoisie, qu'est-ce contre la guerre? Excusez-moi de chercher excuse. Autant de dire contre le racisme, la guerre. Non, il faut dire je suis contre la guerre. Encore, je suis contre la guerre. Encore, je suis contre la guerre. Est-ce qu'il y a des choses pires que la guerre? Je ne comprends pas. Pourquoi on cherche l'excuse de chercher d'autres mots pour expliquer, avec d'autres mots, qu'on est contre la guerre? Je ne comprends pas. Et pourtant, deux grandes guerres qui ont passé, qui étaient lourdes de conséquences, est-ce qu'il n'est pas suffisant de nous interpeller? Est-ce qu'on n'a pas de documents pour nous interpeller? Non, le problème n'est pas là. Le problème est chez nous. Quelqu'un qui a voté pour l'état d'urgence dans le Parlement, il ne peut pas lutter contre la guerre. Et quelqu'un qui n'a pas coupé la cordonne avec son bourgeoisie, il ne peut pas contre la guerre. Le problème, il est là. Le problème est là, le fond, il est là. Il ne faut pas tourner autour des pots. Soit on prend nous interpeller pour aller au programme après, le tactique, le comité, tout ça, oui, ça aussi, comité national, absolument important. Parce que j'ai une expérience, personnellement, il y a beaucoup de gens, des camarades qui sont ici, mais pour le Palestine,
On a chaque fois empêché le comité national. Pourquoi? Il faut poser des questions. Pourquoi on n'arrive pas, le comité national, de construire? Qu'est-ce qui nous empêche? Je crois qu'il faut me poser des questions à cette manière-là. C'est pas le sens que je viens de dire, ni sectaire, ni divisé. Mais si on ne sait pas qui, et en plus, c'est qu'aujourd'hui, juste je permis, avec une intervention de Ramzi Baroud, un écrivain palestinien, il a bien écrit pourquoi le Daesh est la montée par l'impérialisme, et aussi pourquoi l'humiliation de peuple musulman, qu'aujourd'hui, de trouver des milliers de personnes, de militants pour le Daesh. Je crois que la question est fausse. Juste la dernière chose, il y a un monsieur qui parlait au nom de Kurdes, qu'il faut être en alliance avec les Kurdes. Les Kurdes, ils ne peuvent pas descendre plus que leurs territoire parce qu'ils ont dit, ça fait déjà, on a imprimé, l'impérialisme nous a divisés, avec les skipotes, la grande Syrie, tout machin, et aujourd'hui, on n'a pas confiance encore à très loin, on va rester où nos territoires, on défend nous-mêmes, on ne va pas aller loin, encore une autre fois, on ne va pas être marionnettes dans les mains de l'impérialisme. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, je m'appelle Célia, je travaille dans une structure franco-américaine. Moi j'ai une vision, évidemment dans les on est tous anti-guerre, j'ai une vision plutôt très pragmatique des actions qu'on peut mener, certaines existent, je pense qu'il faut les renforcer. Pour moi, le résultat, comme beaucoup, j'ai été vraiment sidérée par les attaques du 13 novembre. Et pour moi, Daesh, c'est bien évidemment un problème géopolitique complexe. Bon, il y avait des racines avec Al-Qaïda, mais aussi l'émergence de Daesh, il y a aussi une partie, c'est une défaillance en France, comme dans d'autres pays européens, de notre système d'éducation. Et alors moi, j'aime pas le mot intégration, je dirais d'insertion et l'égalité des chances, parce que je parle du principe que quand on est né en France, quelle que soit notre origine, on est français. Donc arrêtez de dire c'était des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. C'était français, et la plupart de ces djihadistes étaient français. Et donc, pour moi, une manière, si vous voulez, de mettre fin à Daesh, il faut d'abord s'interroger sur nos responsabilités. Bon, là, on est encore dans l'émotion, bien évidemment. Moi, les cas d'urgence, je diffère un peu de votre opinion, madame. Je comprends tout à fait, le soir du 13 novembre, l'ampleur de ces tueries, une menace aussi réelle qui existait pour les jours à venir. Moi, ça ne m'a pas choqué qu'un état d'urgence, certaines mesures qui sont peut-être contraires à l'état de droit, mais je pense que la situation, en tout cas, l'imposait. Ensuite, pour régler ce problème, je pense que la société civile, il y a deux actions que moi je vois. Je pense qu'on peut renforcer, on a vraiment les moyens d'agir à des cas concrets. Le premier, c'est soutenir les structures de déradicalisation. Quand on est en place, c'était récemment par le gouvernement, c'est déradicalisation. De déradicalisation, c'est-à-dire tout ce problème de cyber-djihadisme. Déradicalisation, donc de cyber-djihadisme, parce que, vous savez, le premier contingent de djihadistes qui sont en Syrie, qui vont vers la Syrie, qui sont français, ils viennent de France. Hein. Les Français, c'est le premier contingent. Il y a des structures, et il faut s'interroger, savoir comment des jeunes qui sont nés en France, qui ne viennent pas tous de futurs défavorisés, de familles déstructurées, comment à 15 ans, 10 ans, 20 ans, il y a cet âge critique entre 12 et 25 ans, comment est-ce qu'ils se retrouvent à adhérer à cette, moi c'est une secte Daesh, et se retrouver en Syrie. Donc vraiment soutenir ces structures, et ensuite le deuxième point, et je termine sur ça, c'est vraiment soutenir l'éducation, et alors vraiment l'éducation, je dirais, dès la primaire, parce que des extrêmes, on le connaît, moi je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi, vient d'un sentiment d'exclusion, on n'a pas les mêmes droits que les autres, on se considère toujours comme un étranger, il n'y a pas d'égalité des chances, et bien finalement on se tourne vers une communauté qui va nous accepter. D'éducation, et je pense que la France doit embrasser son multiculturalisme, aider la primaire, avoir une éducation qui enseigne les religions, le mythe ensemble, qui valorise les différentes cultures de tout un chacun. Bien évidemment, la République est indivisible, et nous avons tous les mêmes valeurs et les mêmes droits, mais valoriser les cultures, valoriser vraiment l'égalité des chances, de telle sorte que chacun se sente inséré, membre de cette société de plein droit, et je pense que progressivement, c'est un travail de longue haleine, mais ça réduira considérablement ce risque qu'on a, parce que pour moi, Daesh, en France, en tout cas, c'est un cancer qui existait depuis des années et qui s'est vraiment généralisé. Il y a des métastases partout, donc le travail il est énorme, et donc ça, on peut agir sur ça. Merci. Merci. Je vous demanderai de qu'il n'y ait pas trop de bruit quand les intervenants interviennent. Bonjour, je m'appelle Sarah, bon, je suis militante au NPA, mais là non plus je ne vais pas parler au nom du NPA, c'est plus
commencer par un peu mon expérience de militante juste sur ma fac, où en fait, au lendemain de l'état d'urgence, nous, dans le milieu militant, en tout cas, à Parisien, où je milite, on s'est tous dit, bon, ça va être la merde, ça va être, voilà, l'état d'urgence, la guerre, tout ça, tout le monde va être en deuil, ça va être difficile de discuter avec les gens. Et en fait, le premier truc qu'on a vu, c'est que ça passait pas si bien que ça, en fait. Qu'il y a plein d'étudiants, en fait, qui voulaient discuter. Y compris la direction de la fac avait organisé une soi-disant assemblée générale pour, en tout cas, genre, donner la version officielle, et en fait, ça passait pas. En fait, il y a plein d'étudiants qui venaient à cette assemblée générale en disant mais en fait pourquoi on fait la guerre, pourquoi il y a des états d'urgence, pourquoi la France est en Syrie, pourquoi, etc. Et ce premier truc-là, pour moi, il renforce l'idée un peu qu'avait lancée la camarade tout à l'heure, c'est-à-dire de dire qu'en fait, oui, c'est possible, il y a des brèches en fait pour lancer quelque chose, soit des comités anti-guerre, anti-état d'urgence, anti-raciste. Il y a vraiment des brèches, parce qu'en fait, ça passe pas, ce discours martial totalement absurde qu'ils sont en train de nous lancer depuis 3 mois, quoi. Et dans le mouvement étudiant, donc notre slogan un peu fétiche, c'est pas de l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, mais par contre c'est un truc classique, c'était, ça a toujours été du fric pour les facs et les lycées, pas pour les flics ni pour l'armée. Et je pense que ce slogan-là, il faut qu'on le ressorte, parce qu'en fait, il permet d'aller plus au fond en fait. Parce qu'en fait, à quoi sert la guerre qui est menée à l'extérieur et à quoi sert l'état d'urgence aujourd'hui? Elle a servi à tuer, enfin, elle sert à mettre une chape de plomb sur l'ensemble du mouvement social. Elle sert à interdire les manifestations, notamment celles en soutien avec les réfugiés. Elle sert à perquisitionner les mosquées et à criminaliser tous ceux qui sont musulmans ou assimilés comme tels. Elle sert à assigner à résidence des militants écolos. Elle sert à la violence policière qui s'exprime jour après jour dans les banlieues. Et elle sert aussi, ça a été vu dernièrement, à faire accepter le fait que des militants syndicalistes, lorsqu'ils se sont battus pour leur emploi, ils sont mis maintenant en prison, ils sont menacés, ils sont condamnés à la prison, comme c'est le cas pour les militants à Goudière. Et ça, c'est une attaque brutale. Il faut lire la presse patronale en ce moment. Ils sont en train de dire c'est génial, ils sortent le champagne, quoi. Et l'état d'urgence, ça sert aussi à ça. Et ce qu'il faut montrer jusqu'au bout, à mon avis, c'est que l'état d'urgence, c'est la guerre. La guerre qui est menée à l'extérieur, c'est une guerre sociale contre notre camp social. Et cette guerre-là, c'est dans l'ensemble qu'il va falloir lutter contre. Et je pense que commencer par là, c'est-à-dire poser le fait que, commencer un peu ce travail de cette guerre vers l'extérieur, c'est une guerre contre nous, et donc il va falloir lutter contre. Je pense que c'est primordial, et ces comités anti-guerre-là, je pense que c'est une bonne perspective pour le mouvement étudiant notamment et le mouvement ouvrier, quoi. Bonsoir, Catherine Samari, j'interviens ici. Bon, d'une part, je suis signataire de l'appel, mais je dois d'abord excuser Alain Grèche qui voulait venir ce soir ici. J'interviens, comme il aurait voulu le faire aussi, en tant qu'ayant participé à organiser le premier meeting qui a fait d'ailleurs débat du 11 décembre à Saint-Denis, et qui avait justement dans sa plateforme et dans ses objectifs de combiner, comme l'a dit M. tout à l'heure, une analyse critique des politiques qui sont menées, soi-disant contre le terrorisme, articulée d'une part sur le plan international et d'autre part sur le plan interne. C'est les deux pieds complètement articulés d'une même politique d'ensemble. Et on a pris contact aussi avec les organisateurs ici de ce soir, et on est convaincu d'une part, et je pense que c'est très important, qu'il faut marcher sur plusieurs jambes et essayer de faire en sorte qu'un mouvement anti-guerre se développe en France et se crée, et en même temps qu'il ne s'oppose pas à la construction qui est en cours et qui avance d'un front contre l'état d'urgence sur les questions internes, avec la prise de conscience du fait qu'il y a, sur les questions internationales et la guerre, des divergences importantes d'interprétation et donc aussi de réponse sur les lignes principales ou pas, sur comment répondre à quoi. Et donc, ce qui nous semble important, c'est à la fois de construire, sans les diviser sur cette question-là, le réseau qui est en train de se mettre en place avec Stop l'état d'urgence, qui est en fait, et avec le réseau autour de la LDH, enfin, qui travaillent ensemble et qui ont travaillé ensemble
non pas unifier nécessairement toutes les initiatives, mais essayer de les faire converger avec, pour marquer le rapport de force, avec la manifestation du 30, avec des collectifs locaux, etc., et avec du matériel commun. Mais en même temps, il ne faut pas le diviser sur les questions internationales, mais il faut l'irriguer sur les questions internationales. Donc c'est dans l'idée de faire effectivement un front anti-guerre, un réseau anti-guerre, dont la première des tâches, c'est d'abord de dire, et sur ce plan-là on rejoint l'autre thème qui compte sur la question des libertés intérieures, c'est que le premier des objectifs que le gouvernement Hollande, et dans la durée, et pas simplement pour les prochaines élections, se fixe, c'est d'interdire la critique sociale et politique de sa politique interne et internationale. Et la politique de guerre, elle vise à ça. Hein, et elle vise à diviser aussi pour régner, et elle vise à empêcher la discussion critique. Donc la première des choses, qu'on soit ou pas tous d'accord ici, tous et toutes, sur les interprétations de la guerre et sur comment y répondre, la première des choses qu'on doit pouvoir affirmer absolument ensemble, et dans ce mouvement anti-guerre, c'est la nécessité, la légitimité, l'urgence de mener un débat de critique des politiques menées par la France au plan international, comme des politiques menées par l'impérialisme mondial au plan international. Depuis 2003, il y a des guerres qui ont été menées au nom de la lutte contre le terrorisme, il faut en faire le bilan. Et depuis un certain nombre d'années, la France est une puissance qui intervient, ça a été rappelé tout à l'heure, etc., dans plusieurs régions du monde, et en Afrique, en Afghanistan, etc., on a le droit et le devoir de questionner cette politique et d'exiger, y compris des élus, des parlementaires, etc., qu'il y ait un bilan de ces guerres. Donc ça, c'est la première des tâches, effectivement, et donc on peut se fixer, avec la nécessité et la possibilité d'avoir, et je termine là-dessus, effectivement, alors, premièrement, quand il y a des initiatives comme le 30, je ne sais pas si on peut faire un cortège en tant que tel, mais en tous les cas, qu'il y ait des points de distribution d'un argumentaire sur les questions de la guerre. Et deuxièmement, qu'il puisse y avoir, effectivement, dans un collectif national qui se met en place, le souci d'irriguer dans des tribunes, dans des débats, la politisation sur les questions et la critique de la guerre, avec la possibilité d'initiatives à l'intérieur des initiatives contre l'état d'urgence, à la fois de politisation, de débat et d'interpellation de nos élus sur la politique qu'ils mènent en notre nom, leur guerre et nos morts. Donc voilà, c'est sur ce plan-là qu'on est effectivement 100% pour un collectif national. Bonsoir, je suis Yves, je viens d'Auxerre, dans l'Yonne. Je suis militant politique, associatif et artistique. Alors, je voulais apporter un premier témoignage sur le fait que dans l'Yonne, on a créé un collectif anti-état d'urgence. Il a été lancé depuis un mois, on a fait une première réunion publique hier soir. Anti-état d'urgence, et j'essaye pour ma part d'y inclure un axe anti-guerre, ce qui est très compliqué en fait, parce que le lien entre la lutte contre l'état d'urgence et la lutte contre la guerre n'est pas si facile à faire, même avec des gens convaincus, des militants politiques, associatifs, etc. C'est assez compliqué, mais je suis tout à fait d'accord avec l'intervenante qui m'a précédé pour dire qu'il faut, à mon avis, lier les deux. Et ne pas multiplier les collectifs, surtout quand ils sont locaux. Parce que c'est très compliqué déjà d'organiser des collectifs locaux dans des petits départements. Si on multiplie les collectifs, on ne s'en sortira pas. Peut-être qu'à Paris, c'est possible de faire des multitudes de collectifs, mais encore une fois, dans des petits départements, c'est compliqué. Donc partout où c'est possible, il faut créer des collectifs qui peuvent regrouper la lutte contre l'état d'urgence et la lutte contre la guerre. Maintenant, les discussions sont compliquées. Mais pour moi, c'est un axe très important. Le deuxième témoignage que je voulais faire, c'était sur les actions possibles. Depuis plus d'un an, j'ai créé un spectacle antimilitariste à partir de textes antimilitaristes et pacifistes
de 14-18. Je l'ai créé avant les événements récents et je le joue avec, dans ma région, la Bourgogne. Et j'essaie d'aller on essaye d'aller, pas seul, on essaie d'aller au plus près de la population dans des types de lieux pour pouvoir amener ce message antimilitariste et pacifiste à travers ces textes qui parlent à tout le monde, et en même temps j'invite à chaque fois à discuter avec les gens quand c'est possible après le spectacle. Donc c'est un spectacle qui peut être considéré comme un spectacle en soi, mais c'est aussi un spectacle militant et qui trouve un écho encore plus frappant aujourd'hui. Et systématiquement, quand je peux avoir des discussions avec les gens, j'en ai, et les gens, d'une façon générale et globale, sont toujours bouleversés par les messages pacifistes et antimilitaristes, même quand ils datent de 14-18, et font presque systématiquement le parallèle entre ce qui a pu se passer par le passé et ce qui se passe aujourd'hui. Simplement, il faut aller à leur rencontre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, à mon avis, de distribuer des tracts et d'organiser des manifestations, mais il faut aller partout à la rencontre de la population, des classes défavorisées, etc. Il faut y aller, il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas se contenter de rester entre nous, entre militants convaincus, et simplement organiser, encore une fois, des marches et des distributions de tracts que la quasi-totalité de la population ne lit pas, quels que soient les argumentaires qu'il y a dedans. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Pour nous, c'est important parce qu'il faut qu'on étaye nos discours, etc. Mais à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions pour nous adresser à toute cette population qui, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, a peur. Évidemment, tout est fait pour faire peur, donc elle a peur. Et quand on lui dit que la guerre c'est pas bien, juste parce que c'est pas bien et que c'est des méchants impérialistes capitalistes, ça suffit pas de le dire. Il faut, à mon avis, être capable de dire autre chose, je conclue, et de proposer d'autres types d'actions. Et je pense que les actions artistiques, culturelles, doivent y contribuer. Et un collectif national, s'il se crée, doit absolument promouvoir aussi ce type d'action et doit en créer pour aller au plus près de la population et parler de façon simple. Bonsoir, Julia, je suis militante à démocratie communiste et à émancipation. Donc en tant que militante à émancipation, je suis enseignante. Et par rapport à ce que vient de dire le camarade qui vient juste de me précéder, je vais quand même, avant de parler des points qui m'intéressaient, fournir un petit témoignage personnel, puisqu'il disait à juste titre qu'il fallait sortir un peu des cas militants pour essayer de convaincre les gens du bien fondé de la possibilité, au moins morale, et même de la nécessité morale, d'être capable de remettre en cause les décisions prises par nos gouvernements, quels qu'ils soient. Et donc j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Après les attentats du 13 novembre, nous avons eu évidemment la fameuse minute de silence qui était hors de question de ne pas mettre en place. Et nous avions eu juste avant une réunion organisée par la Pfizer, nous enjoignant sur consigne rectorale de dénoncer tout élève qui refuserait la minute de silence, la perturberait, etc. Étant entendu que ça ne signifierait pas qu'elle irait voir les flics immédiatement, mais néanmoins qu'elle les convoquerait dans son bureau pour essayer de comprendre si vraiment ce sont des djihadistes forcenés ou pas. Voilà. Donc c'est quand même un peu une idée de ce qui peut se passer effectivement à l'école, qui est quand même le seul endroit encore où on peut continuer, je pense, à parler assez régulièrement aux élèves qui vivent dans des situations extrêmement pénibles, difficiles, et qui souvent sont même des enfants de personnes qui ont subi des guerres terribles également. À ce titre-là, donc, on est évidemment, et on l'a vu l'an dernier, suite à la minute de silence après les attentats Charlie Hebdo, etc., qu'un certain nombre d'ailleurs de collègues avaient pu faire l'objet, disons, de flicage, parce qu'on n'était pas trop sûr de ce qu'ils avaient pu dire aux élèves, etc.
Donc je pense qu'effectivement, il y a la nécessité de se réapproprier par ce biais-là les discussions avec les élèves qui finalement n'ont plus du tout l'habitude qu'on vienne discuter avec eux et remettre en question ce qu'ils entendent tous les jours. Et du coup, effectivement, le seul média qu'ils ont à leur disposition pour remettre en question le discours officiel, ça peut être assez facilement des sites web complotistes, tout ce genre de choses. Je n'en fais pas forcément, d'ailleurs, on est bien d'accord, des djihadistes potentiels. Néanmoins, effectivement, c'est la seule possibilité qu'ils ont à leur portée, parce qu'au quotidien, tout le monde fuit ces discussions-là. Après, donc, je me suis présentée tout à l'heure comme étant militante d'émancipation, et on s'était posé la question, en prévision de cette réunion, de la discussion du texte d'appel à la mobilisation contre la guerre. Alors, comme l'ont dit les camarades précédents, effectivement, il est hors de question de disjoindre la mobilisation contre la guerre de la mobilisation contre l'état d'urgence. Il ne s'agit pas, à mon sens, de les lier, mais simplement de ne pas les disjoindre, parce que c'est la même chose, fondamentalement. C'est une guerre intérieure, l'état d'urgence, mais c'est une guerre. Et il me semble qu'il est absolument nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'une guerre de classe, et qu'il est absolument hors de question de se poser la question d'ailleurs, savoir si un tel est français d'origine machin, ou ce genre de choses, on s'en fout qu'il soit français, qu'il soit quoi que ce soit. On est simplement tous des travailleurs avec ou sans emploi, si nous nous trouvons là. Et à ce titre-là, c'est bien l'impérialisme qu'il s'agit de combattre dans nos mobilisations contre l'état d'urgence et contre la guerre. Et donc, la question qu'on s'était posée à l'émancipation, je vais bientôt finir, c'est la question justement de la mention de l'impérialisme français qui est faite et qui est certaine, mais on s'était posé la question tout en sachant qu'on risquait de marcher un peu sur des œufs, que ça ne plairait peut-être pas à tout le monde, néanmoins de la mention de l'impérialisme russe qui existerait bel et bien en Syrie et qui est également problématique. Il s'agit pour nous de dénoncer l'ensemble des impérialismes, étant entendu que l'impérialisme n'a strictement aucune nationalité. Je vous remercie. Hamadi, je suis membre de Qadiroun. Alors Qadiroun Tunisie, c'est Podemos Tunisie, donc nous pouvons. Et je vais marquer là-dessus parce qu'effectivement, je crois qu'on est le 15 aujourd'hui. Hier, c'était le 14. Non, à la bourse du travail, le 13, la bourse du travail était archi comble le 13 janvier 2011. Et le 15, c'est-à-dire le samedi, nous étions 30 000 à fêter la chute de Ben Ali. C'est simplement pour faire le lien, parce que c'est important. On peut être contre la guerre, mais il faut aussi avoir à l'esprit que cette guerre, si elle a lieu en ce moment, maintenant, à l'instant où on parle, qu'on bombarde en Syrie, mais qu'on va bombarder et qu'on bombarde, d'ailleurs on est en train de se préparer pour la Libye, ils veulent de nouveau mettre le paquet sur le thème toujours, nous combattons le terrorisme, regardez comment le terrorisme mène à toujours intervenir de plus en plus contre quoi? Contre la révolution arabe, qui aujourd'hui est toujours vivante 5 années. On vient de fêter la 5e année. Donc il faut se rappeler que là, on se bat effectivement contre la guerre, et il ne faut pas, je pense qu'on est tous d'accord, contre la guerre, contre l'impérialisme, contre toutes les formes d'oppression et de domination. Il est important de dire aussi que nous sommes aux côtés de tous ceux qui luttent, qui espèrent et qui ont besoin de notre soutien. Parce qu'on peut être contre la guerre, mais contre la guerre, pourquoi faire? La question se pose. On est contre la guerre pour soutenir aujourd'hui le mouvement d'émancipation qui touche l'ensemble de cette région qui est à cheval entre les 3 continents, l'asiatique, l'africain et l'européen. Donc il est important aujourd'hui de dire cette réunion est importante parce qu'il faut qu'elle débouche sur l'action. Elle débouche tout de suite sur l'action. Il faut pas. Je crois qu'on peut d'ailleurs ouvrir une liste mail tout de suite, constituer le collectif anti-guerre, ouvrir une liste mail pour échanger entre nous, approfondir les questions, c'est ce qui a été dit, et surtout préparer l'échéance du 30, je suis d'accord avec Adrien, il faut préparer l'échéance du 30 et apparaître le 30 dans un cortège
avec le nom qu'on va se donner en tant que collectif, comité, cortège contre la guerre, pour véritablement commencer à dire, voilà, il y a à Paris une structure militante qui agit aujourd'hui, mais qui agit contre la guerre et en solidarité. Il faut qu'on fasse le lien. Et merci. Syndicaliste au SNPS-PJJ et par ailleurs militant de la tendance émancipation dont on parle tout à l'heure, c'était les deux. Bon, les débats sont nourris et posent des problèmes qui effectivement présentent une certaine complexité. Bon, moi je voudrais intervenir, chacun a son histoire. Hein. Bon, moi j'étais déjà pendant la guerre d'Algérie en Algérie, donc j'ai une histoire qui a connu les guerres coloniales, et pas la moindre. Et tout à l'heure, un jeune camarade a évoqué le déficit du mouvement ouvrier français par rapport aux guerres coloniales. Je crois qu'effectivement, il y a un large déficit. La seule guerre coloniale que le Parti ouvrier français ait pu soutenir, c'est le Parti communiste français pendant la guerre du Rif. Alors là, oui, il y a eu une réelle position révolutionnaire par rapport à cette guerre-là, mais depuis, je dois dire que c'est calamiteux. Calamiteux pendant la guerre d'Algérie. Bon, la SFIO, le PC, bon, on regrette de le dire, hein, on voté des de guerre, donner les pouvoirs à une armée qui, on sait, conduite par les massues et Aucharès et compagnie, qui était une guerre coloniale quand même atroce, où la dope a été institutionnalisée, c'est-à-dire la torture institutionnelle. Je ne vais pas revenir dessus, c'était une guerre terrible, avec l'utilisation du napalm, etc., pour raser les médecins. Vous connaissez ça, au moins certains d'entre nous le connaissent parfaitement, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais néanmoins, ça fait écho pour moi, qui était au cœur de ces guerres-là, ça fait écho avec la guerre en Tchétchénie, par exemple. Moi, j'ai été profondément marqué par cette guerre en Tchétchénie, où la Russie, déjà dans une démarche impérialiste, a mené dans la guerre dans le Caucase Nord, et continue de la mener d'ailleurs par rapport à la Tchétchénie, mais aussi par rapport à ce qu'a parlé de Balkarie, par rapport au Daghestan, etc., par rapport à l'Ingouchie, a mené une guerre terrible. Je le sais parce que dans la dynamique des convois syndicaux qui étaient partis à Tuzla, il y a d'autres convois syndicaux qui sont partis ensuite, à Tuzla en Bosnie, il y a d'autres convois syndicaux qui sont partis en Tchétchénie. Je suis lié à ces convois syndicaux. Donc en 2002, 2004, on est allé à Karabouak, en Ingouchie, puis ensuite à Tchétchénie, à Grozny. Et là j'ai vu Grozny, ville de 450 000 habitants, rasée à 98%. Ce que je n'avais pas vu en tant que citoyen français en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Imaginez qu'on est rasé d'Alger, 450 000 habitants également aussi. Donc pendant 3 mois, Grozny a été bombardé systématiquement au quotidien, méthodiquement, et les gens qui tentaient de fuir étaient mitraillés. Une horreur absolue. Les camps de filtration avec des tortures indicibles, etc., etc. Et cela, après que ce pauvre peuple tchétchène qui se bat depuis Ivan le Terrible contre sa puissance nucléaire, n'est-ce pas, ait connu les déportations en 1944 organisées par Beria et Staline. Bon, au Daghestan, pas au Kazakhstan. Bon, bref. Donc cette horreur-là, un peuple qui légitimement se battait contre la puissance tutélaire et coloniale. Mais ce peuple-là a été abandonné par le mouvement ouvrier international, et y compris par le mouvement ouvrier français. Donc là, il y a un passif grave. Et ça rebondit aujourd'hui avec ce peuple syrien qui, dans la dynamique des révolutions arabes, que nous n'avons pas soutenues non plus, il faut bien le dire quand même,
Dans la dynamique des révolutions arabes, en 2011, en mars 2011, 15, suite à la torture infligée à des enfants syriens, dont 2 sont morts sur la torture, des enfants de moins de 15 ans qui sont morts sur la torture. Le peuple syrien s'est levé, oui, le peuple syrien s'est levé sans que, pendant 6 mois, ils se sont battus, n'est-ce pas, sans armes, sans qu'il n'y eut le moindre soutien des organisations ouvrières et syndicales européennes. Ça, ce sont des tâches, que nous dans le mouvement ouvrier. Donc, par rapport à cela, je lis la motion suivante. Et je suis par ailleurs également un humanitaire. Je vais en Syrie, nous allons en Syrie, à Kaframra, nous allons à Gaza, après être allés en Tchétchénie. Alors je conclus, je veux dire, parce que moi je suis complètement d'accord avec le texte, oui, avec le texte que vous avez proposé, je suis signataire, mais par défaut, je suis en contradiction, et nous sommes en contradiction à l'émancipation. Nous nous opposons avec la même conviction et détermination à toute présence impérialiste américaine, occidentale, russe ou machrek. En Irak et en Syrie, nous condamnons les bombardements des Américains, des Occidentaux et des puissances régionales contre Daesh, lesquelles frappent cruellement les populations civiles prises au piège. Nous affirmons que les bombardements génèrent plus de forces terroristes qu'ils n'en combattent. Rappelons que l'opposition modérée et démocratique syrienne, insurgée contre la tyrannie imposée par Bachar al-Assad, demande en vain depuis 2012 des armes à hauteur des enjeux militaires et non l'intervention des puissances étrangères. Avec la même force, nous exigeons le retrait des forces aériennes et terrestres de l'impérialisme russe ancré à Tartous, dont les bombardements massifs conjugués et ceux du régime n'épargnent ni les hôpitaux, ni les écoles, ni les marchés et centres vitaux de la société civile syrienne. Les crimes de guerre doivent être dénoncés avec la plus grande vigueur. Je termine. Nous dénonçons avec la même fermeté la présence des milices Quds iraniennes, des milices affidées irakiennes et celles du Hezbollah et celles du Hezbollah libanais qui apportent un appui massif et déterminant aux troupes fantoches de Bachar al-Assad et en exigeons le retrait du sol syrien. Ne laissons pas le peuple syrien insurgé, en lutte depuis 5 ans, seul face à de telles forces réactionnaires, contre-révolutionnaires et génocidaires. Alors, concluez s'il te plaît. Je conclue. En tant qu'humanitaire, hier, on a eu l'information suivante de Kaframra. Nous sommes implantés dans une maternité que nous avons mis en place. Nous avons eu l'information suivante. Alors, les bombardements russes ont fait 30 morts dans une école. Oui, et à Anjora, le 10 janvier, les bombardements russes ont fait par ailleurs 10 morts. Autrement dit, la semaine dernière, 40 morts à côté de 40. Parmi les enfants, si ça vous laisse le cœur sec, je me demande ce qu'on fait dans le mouvement ouvrier ici à Paris. Merci Après on recentre. Non mais on recentre. Guillaume Dupuis, membre du Bureau national du mouvement de la paix.
Le Mouvement de la Paix est une association qui a été formée par des membres très divers du Comité national de la résistance. Vous le connaissez peut-être pour son opposition aux guerres depuis 1948, date de sa constitution. Il s'est opposé à la guerre en Algérie, à la guerre au Vietnam, aux guerres en Irak. Et malheureusement à la guerre en Syrie depuis 5 ans, mais aussi à la guerre en Ukraine, la guerre au Mali. Et on ne va pas continuer à égrener les guerres. Ce que je souhaite vous dire, c'est que le mouvement de la paix, depuis 2000, a changé son orientation. C'est-à-dire que nous sommes contre les guerres. Nous sommes une organisation pacifiste. Une organisation pacifiste forte de 70 ans d'existence. Forte, c'est un bien grand mot parce que nos adhérents se sont égrenés au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'entre l'appel de Stockholm, où le mouvement de la paix avait plus de 50 000 adhérents, et aujourd'hui, où il a 3 000 adhérents, il y a toute une réalité sociale qui s'est déclinée. Et une de ces réalités, c'est que l'ONU a adopté la culture de la paix et de la non-violence. Et pourquoi je vous en parle ce soir? C'est parce que nous, au mouvement de la paix, nous faisons l'analyse qu'un des principaux ennemis de l'impérialisme et du capitalisme que vous dénoncez et que nous dénonçons, c'est l'ONU. L'ONU qui a été constituée au nom de nous les peuples des Nations Unies. L'ONU qui, dès sa création, a été prise au collet par la finance parce qu'elle souhaitait désarmer pour développer et que ce désarmer a posé un énorme problème aux nations souverainistes dont la nôtre. Si la France n'est pas intervenue dans un certain nombre de guerres, je crois pouvoir vous dire que c'était pour des questions de normes, c'est-à-dire que l'armée américaine refusait que l'OTAN utilise nos cartouches. Et de ce point de vue-là, les guerres n'étaient pas bien vues parce qu'avec nos alliés allemands, nous avions de gros marchés à tirer dans ces affaires-là. Et donc, le vrai problème, c'est à la fois un problème économique que vous soulignez et le fait qu'une institution qui peut être un recours pour les peuples a été totalement décrédibilisée dans tout ce travail de sape et d'instrumentation de la souffrance des peuples pour le marché de la destruction qui est le marché de l'armement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous pouvons être contre la guerre, seulement nous avons une grande chance de renforcer les tensions en ne prenant pas un recours positif. Le recours positif, c'est le « nous les peuples des Nations Unies » et le désarmer pour développer tout ce travail des institutions internationales qui doit permettre d'aller vers une économie qui sort de la violence, de l'industrie extractive, de l'activité humaine mortifère pour rentrer vers des programmes tels que les objectifs du développement durable et la lutte contre le changement climatique. Tous ces programmes qui sont sous l'égide des institutions internationales. C'est vers cela que nous pouvons aller. J'en veux un seul exemple, et c'est pour conclure. Entre 2000 et 2015, juste après l'adoption de la culture de la paix et de la non-violence en 1999, les budgets militaires dans le monde ont fait un bond. Ils sont passés de 900 milliards par an à 1800 milliards aujourd'hui, annuels. Et pendant le même temps, les programmes de coopération qui avaient été adoptés pour la lutte contre le changement climatique et les objectifs du développement durable ont été sous-financés à hauteur de 200 milliards par an. C'est donc 3 000 milliards qui n'ont pas été pour aider les peuples et 8 000 milliards qui ont été pour nous asservir. Alors si nous devons être positifs, si nous avons besoin de frapper les esprits, c'est avec notre héritage commun, celui des Nations Unies. Nous, les peuples des Nations Unies, nous voulons désarmer pour développer. Merci.
Christian. Oui, je me présente, Christian Terrel du Parti communiste des ouvriers de France. Bon, je ne vais pas faire une analyse géopolitique. Je pense que c'est justement un des objectifs de ce collectif. Ça sera précisément de donner la possibilité à différentes sensibilités, points d'analyse, de donner leur appréciation sur le pourquoi de la situation et l'appréciation qu'ils portent sur la politique de guerre de ce que nous on appelle l'impérialisme français. Alors, je veux juste dire trois choses. D'abord, on ne part pas de rien. Il y a quelque temps, il y avait un sommet de l'OTAN à Strasbourg. Et il y avait un collectif, OTAN, non à l'OTAN, non à la guerre en Afghanistan, qui avait réussi à faire une mobilisation de masse, qui a eu un impact politique. Et chaque fois qu'il y a des guerres, les mêmes débats reviennent sur le pourquoi, le comment et tout ça. Bon, aujourd'hui on a une situation qui me semble très... Elle a été soulignée, et elle est soulignée dans le texte, justement, qui a servi d'appel aujourd'hui, c'est qu'elle fait le lien entre les trois choses. La politique de guerre, l'état d'urgence, et aussi le système économique qui est à la base de ces politiques. Ce qu'on peut appeler la politique néolibérale, le pillage des peuples. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que nous pouvons faire un lien concret, audible, plus largement que les cercles militants, sur ces trois aspects. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on ne se loupe pas aujourd'hui sur cette question. Qu'on développe ce travail d'information, qu'on s'appuie sur les différentes initiatives qui sont prises, et qu'on irrigue, comme certains l'ont dit, qu'on irrigue le débat, qu'on irrigue les mobilisations en faisant le lien entre ces trois aspects. Et sur ce plan-là, je veux juste ajouter deux choses. La première, pour illustrer ce que je dis. Je ne sais pas si vous avez vu la déclaration de la CGT, Confédération, sur la question de la situation. Celle qu'elle a sortie juste avant le rassemblement en soutien à ceux d'Air France. Elle y dénonce l'état d'urgence et elle pose la question de la politique de guerre en France. La politique menée par le gouvernement, la politique de guerre. Je pense que ceux qui connaissent un peu l'histoire dans le mouvement syndical, c'est un pas très important qu'un syndicat pose cette question de dire nous ne sommes ni d'accord avec l'état d'urgence parce que nous ne voulons pas taire nos revendications et nous ne sommes pas d'accord avec une politique de guerre et qui plus est, dans cette déclaration, elle dénonce les ventes d'armes. Je pense que ça ouvre une perspective, une possibilité de débat et de conviction, de gagner des forces dans le mouvement syndical. Et en lien avec cette question, je pense qu'il y a une dimension qu'il faut qu'on popularise, c'est qu'on combat la militarisation de la société, de l'économie et des relations internationales. Parce qu'il faut quand même dire une chose, ces guerres, il y a des profiteurs de guerre. Il y a des monopoles qui s'enrichissent grâce à cette guerre. Et il faut les nommer. Il faut les désigner. Je pense que dans les mots d'ordre, je termine, je n'ai pas été plus long, dans les mots d'ordre à développer, c'est important qu'on arrive à donner un mot d'ordre concret sur cette question. Je n'ai pas la prétention de l'élaborer tout seul. Je pense que justement la richesse de ce collectif, c'est de pouvoir y travailler ensemble. Et je pense, pour terminer, que par rapport aux initiatives du 30, je suis assez d'accord avec ce que disait Christine, c'est-à-dire que, bon, peut-être il faut faire un pôle, mais il faut surtout que le 30, la revendication, les mots d'ordre, certains ont déjà été donnés, soient popularisés largement. Donc, je remercie de l'initiative et nous sommes totalement d'accord pour participer à un collectif national et surtout qu'il fasse des petits partout. Je vous remercie.
sait jamais comment les moments sont qualifiés ensuite. On ne sait jamais si les moments sont historiques ou pas. C'est qu'après qu'on dit que les moments sont peut-être historiques, mais j'espère que ce moment où il y a quand même beaucoup de monde, après le 11 septembre, on avait tenté avec Christine Delphi, avec Daniel Ben-Saïd, d'autres, de lancer une mobilisation anti-guerre au plus ample du mouvement. Je crois que nous étions une cinquantaine. Donc là, on a quand même l'espérance de pouvoir, sur la durée, monter des collectifs anti-guerre qui se structurent un peu partout dans ce pays. C'est l'enjeu. Une copine a dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une guerre sociale. Oui, et on a été sans doute beaucoup à être extrêmement indignés du fait que il y avait manifestement dans ce pays des morts qui comptaient plus que d'autres et des morts qui ne comptaient pas. Alors même que l'Institut de veille sanitaire indiquait que dans la rue, par an, meurent chaque année 2100 personnes. 15 fois plus. Ces gens, on n'en entend jamais parler. Donc, cela indique quoi? Cela indique l'usage qui a été fait de cette tuerie du Bataclan. Et ce vers quoi nous devons réfléchir, c'est sur cet usage qui permet de réduire toute opposition à néant et qui permet de tuer, comme Christine le disait, en toute invisibilité, en toute impunité, en toute bonne conscience, et comme s'il s'agissait d'actions humanitaires, alors qu'il s'agit en réalité d'un salon du Bourget grandeur nature, d'un salon du Bourget qui permet de vendre des rafales, et si la guerre n'existait pas, alors les multinationales françaises l'inventeraient pour continuer à extorquer, à extraire de l'uranium et à vendre des armes notamment. Donc, je crois que l'enjeu maintenant, et je terminerai très vite, l'enjeu maintenant, c'est de structurer notre collectif anti-guerre. C'est ça l'enjeu. Je propose que ce soit un collectif très ouvert, que tout le monde qui se sente partie prenante de ce collectif puisse venir. Mais il nous faut une date. Il faut que circule une feuille, bien sûr, où les gens puissent être informés. Il nous faut une date. Je ne sais pas, on proposait peut-être le mardi 2 février. C'est vrai qu'auparavant, avant le 30, on va être beaucoup occupé par les mobilisations sur l'état d'urgence. Je ne sais pas, c'est soumis au débat. Mais le plus vite, c'est que l'on puisse continuer ensemble. Car après l'intervention militaire en Irak, il y a eu de vastes mobilisations. Le copain du mouvement de la paix le disait, mais ça va déboucher sur rien. Et nous sommes un peu une exception, ce pays, que de n'avoir aucun mouvement anti-guerre depuis des années. C'est avec cette exception qu'il faut rompre très vite, rompre peut-être le 2 janvier, le 2 février, en nous retrouvant tous ensemble, pour que, contre leur minute de silence imposée, on fasse du bruit contre la guerre. Je ne sais pas. C'est pas grave. Mais il y a l'enregistrement, de toute façon, si tu veux regarder. Vous leur demandez. Ce que je propose, c'est que les dernières personnes qui veulent intervenir, y compris, je reviens sur l'idée que la déproduction concrète, quand on va produire ce qu'on va faire, oui, ça sera important. Donc je lance un appel aux mains, mais vous comprenez bien qu'avec une dizaine, et sachant qu'il faut finir au plus tard à 21h30, voilà, vous serez nombreux, moi vous parlerez d'une certaine façon. Donc, quant à ceux qui ont déjà parlé, je pense que c'est, à mon avis, pas raisonnable de demander à parler. Juste laisser un moment pour vivre concrètement. C'est-à-dire se laisser au moins. C'est bon. Alors, qui souhaite absolument prendre la parole après la dizaine de personnes que j'ai là? Robert? Laurent. Qu'est-ce qu'on fait le 30 sur Tu es sur la liste? Non, moi je ne prends pas la parole. Tu es sur la liste, toi? Non. Donc, je serai plus vigilant et plus ferme sur le... Je serai plus vigilant sur le timing, évidemment. D'accord. Ce sera moins de 3 minutes par personne. Donc, c'est... Non, c'est une autre.
les gens qui Ça va sont faire dans la un salle. jeune et vieux. Oui, bonjour, Nils Anderson. Je crois d'abord la question d'un comité, combien ça est nécessaire. Mais on n'est pas bien avec du comité. On a une expérience déjà lors de la première guerre d'Irak. Il y a eu un fort mouvement. Un fort mouvement. Ensuite, il faut se souvenir de l'appel de Pierre Daquet et de Bourdieu lors de la guerre du Kosovo, qui était suivi de l'appel de Paris, qui avait eu une importance internationale. Et à ce moment-là, le mouvement en France était le plus important dans le monde pour s'opposer à la guerre du Kosovo. Puis il y a eu des guerres du Chien. Et là aussi, on a vu la CICG avec, et surtout le collectif contre la guerre, qui a quand même réussi une très belle manifestation, même si c'était pas la plus importante au monde, et quand même une très belle manifestation contre la guerre. Et puis c'est vrai, au moment où il y a eu l'intervention en Libye, le mouvement s'est écouté. Et on était rares. Et c'est très paradoxal, parce qu'à la fois, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a eu de grands espoirs lors de la guerre d'Irak que l'on puisse empêcher. Illusion, parce que l'impérialisme veut la guerre, il fait la guerre. Le problème, c'est de s'opposer à la guerre, et si c'est bien séquence, de continuer à s'opposer et pas abandonner le terrain. Et là, nous l'avons abandonné. C'est vrai. On a renoncé. Ensuite, paradoxalement, lorsque c'est la France qui intervient en Libye, c'est qu'elle est avec Sarkozy et Cameron, ce que les Américains appellent, les Américains appellent ça le Pentagone, ils commandent par l'arrière. Ils sont dans l'avion derrière. Et les Français et les Anglais étaient devant. Alors que cette guerre était dirigée par la France, l'opinion française elle-même était beaucoup plus opposée aux guerres bushiennes qu'elle était opposée à la guerre de son pays, de son gouvernement. Et ça, c'est une chose, c'est justement la chose que nous avons à vaincre aujourd'hui. C'est qu'il faut voir que la France aujourd'hui n'est pas un partenaire dans ces guerres, mais un faucon. La France est à la tête de ces guerres. Elle est une force active. Hein. Donc, c'est bien ça que nous devons prendre en main dans ce comité anti-guerre. Nous ne sommes pas à la traîne des États-Unis. Nous sommes un instrument des États-Unis, parce que la puissance militaire est plus grande. Mais la France est un intervenant actif faucon. Elle appelle à la guerre. Donc ça, je conclue. Je veux juste dire une chose, parce que ça a été soulevé par plusieurs intervenants. Il y a quand même le cas particulier de ceux qui se battent contre la guerre. Être contre la guerre, lorsque les gens sont obligés de résister par des armes, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, on ne peut pas les abandonner non plus et dire qu'on est contre la guerre et on doit rester être solidaire avec eux. Il y a une solidarité. On est contre les bombardements, on est contre l'intervention française, on est contre ça, mais ces gens-là ont besoin, militairement, bien sûr, mais ils sont pris dans une complication diplomatique très complexe avec la coalition internationale. Et que ce soit les pays occidentaux, que ce soit la Russie ou que ce soit les pays, la Turquie, l'Arabie Saoudite ou le Qatar, tous veulent la mort de ces mouvements et sont prêts à les sacrifier. Donc il faut les défendre et il faut être d'une solidarité active, comme ça a été ouvert, comme ça a été par la durée, comme c'était toute solidarité qui est active, mais en aucun cas, parce qu'on est contre les bombardements, renoncer à la solidarité avec ceux qui se battent là-bas sur le terrain contre Daesh. Patrick Fargaz du réseau Sortir du colonialisme, qui organise chaque année depuis maintenant 10 ans, 11 ans maintenant, la semaine anticoloniale. Je reviendrai sur les propositions qu'on fait. Simplement, je crois que le débat montre, avec ce collectif très large, qu'il y a effectivement des convergences et des divergences. J'ai bien aimé l'intervention de Catherine Samari qui résumait par « on doit irriguer l'ensemble des mouvements et permettre le débat ». Ça me semble essentiel. En même temps, il faut trouver 2-3 axes qui permettent d'unifier à peu près tout le monde. Je pense que
peu de gens l'ont souligné ce soir, mais la question des exportations d'armes doit être un des enjeux importants. Je pense que la question de Dassault, etc., des multinationales françaises, est là un des éléments qui peut unifier largement les gens. Le deuxième élément, c'est la lutte aussi contre les bases militaires françaises qui sont non seulement en Afrique, mais aussi maintenant au Moyen-Orient, à Djibouti, etc. Et que là, je crois que nous avons, c'est absolument lié à la question des interventions, évidemment, mais c'est des bases permanentes depuis des dizaines d'années, notamment en Afrique, mais qui tendent à se renforcer malgré le fait qu'on ferme les casernes en France, mais on en ouvre en réalité à l'extérieur. Et le troisième axe, je pense que ça a été un peu dit par Christian tout à l'heure, c'est la question de la militarisation durable de la société en France et aussi liée évidemment aux interventions. Parce que ça, effectivement, ça permet de lier la question du nouvel ordre libéral, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire sur les axes. Maintenant, j'ai une proposition très concrète, parce que bon, nous, de toute façon, notre semaine anticoloniale se fait du 5 au 21 mars cette année, un peu plus tard que d'habitude. Parce qu'on a voulu justement faire que les facs, les lycées, etc. puissent éventuellement y participer et lier ça à la lutte contre le racisme. Donc je pense que ça pourrait être un des éléments d'échéancier pour ce collectif national en constitution. On fait normalement une manifestation chaque année le 19 mars. Donc on propose d'ouvrir à la lutte contre la guerre, parce que pour nous, c'est la guerre contre le nouvel ordre colonial. Aujourd'hui, il y a de fait une sorte de nouvel ordre colonial qui ne se limite pas d'ailleurs aux interventions, mais qui est aussi les expropriations de terres, la question de la dette, etc. etc. Donc faire du 19 mars un rassemblement anti-guerre, et on propose aussi qu'il y ait un débat, ou des débats, en tout cas organisés, du 5 au 20 mars, et notamment à notre salon anticolonial à la Bellevilloise, qui sera le 5 et 6 mars. Voilà, avec un stand du collectif qu'on vous propose de prendre. Voilà. Oui, bonsoir, je m'appelle Laurent Lévy, je partais en mouvement ensemble, mais je parle en représentant pas de mandat particulier. Je voudrais juste insister sur deux points, parce que je vais présenter une analyse de la situation, de ses causes, etc. Ça a beaucoup été fait, et il est très clair que ce sur quoi nous ne nous mettrons pas tous d'accord, c'est sur telle analyse précise de la situation. Je ne vais pas non plus faire de propositions très concrètes, d'axes, même si je pense qu'il faudra insister sur l'aspect pédagogique de la chose. En particulier, il a été souligné que beaucoup de nos concitoyens, même si on agite l'idée vague de la guerre, ne mesurent pas ce que c'est la guerre, parce que c'est pas chez nous, parce qu'il n'y a pas comme en 14-18 des millions de Français qui guerroient et qui risquent leur vie. On va plutôt porter la mort que la prendre, et ça a besoin d'explications, et ça ne va pas de soi. Et quand le discours public dit on doit faire la guerre à Daesh, beaucoup de gens disent ah oui, c'est vrai, on doit faire la guerre à Daesh, et s'imaginent que bombarder Raqqa, c'est faire la guerre à Daesh, comme si bombarder Dresde avait été faire la guerre aux nazis. C'est plus compliqué que ça. Donc, on aura besoin de beaucoup de pédagogie, de montrer les enjeux, etc. Mais ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est le risque que nous devons conjurer lorsque nous constituons un collectif national contre la guerre, de le rendre d'emblée étroit. Je veux dire par là que, puisqu'il faudra rassembler contre la guerre, eh bien, il faudra éviter ce qui peut diviser. Et éviter ce qui peut diviser, ça peut être éviter beaucoup de choses. Ça n'empêchera pas les expressions. Ça n'empêchera pas que chacun d'entre nous, à titre personnel ou collectif, développe des analyses, des propositions, etc. Mais ce sur quoi nous devons rassembler, c'est le principe même de l'intervention guerrière de la France. Ce principe-là, au-delà, on discutera. Mais ne commençons pas à fermer ce que nous voulons ouvert, et je pense que, c'est pour ça que je voulais dire, je pense que c'est
le risque qu'il y aurait, à commencer par les analyses les plus puissantes, à se disputer pour savoir si oui ou non les camps, le machin, l'impérialisme, le ceci, le cela, à l'intérieur de notre mouvement comme à l'extérieur, nous pourrons développer ces analyses, mais ce sur quoi nous rassemblerons, c'est le fait que la guerre tue, qu'elle est inefficace, qu'elle est mauvaise, et qu'elle va avec le climat général de la peur, de l'état d'urgence, comme le disait Christine Delphi tout à l'heure, et que tout ça doit aller de manière combinée. Bonsoir, je suis Ludivine Bantini, je suis juste signataire de l'appel. D'abord, en fait, on est un peu désolé d'avoir été aussi modeste dans la réservation de cette salle. On a été modeste parce qu'en fait, dans les milieux militants, qu'ils soient associatifs, politiques ou syndicaux, quand même, beaucoup de camarades et amis nous disaient mais la guerre, c'est pas véritablement le sujet central. Et ça participait justement à l'invisibilité. Donc en fait, ce soir, on n'avait aucune idée du nombre de personnes qu'on serait. On s'était dit qu'on pouvait être aussi bien 10 que 100. Donc c'était déjà une très belle nouvelle. La deuxième chose qu'on soit aussi nombreux et on en est vraiment désolé, il y a pas mal de personnes qui soient restées debout pendant toute cette soirée. La deuxième chose, moi, qui me réjouit aussi, c'est la manière même dont se déroule la discussion. Parce que c'est vrai que le réflexe politique de base, c'est de se dire on fait un meeting avec une tribune, avec des interventions prévues à l'avance. Là, on a fait le pari de faire tout autre chose, de faire vraiment quelque chose d'auto-organisé, de spontané. Donc on se disait qu'il allait en surgir pas mal et de témoignages, et d'idées, et de propositions. Et ça, c'est aussi réussi. Et donc, je pense que le collectif qu'on est en train de mettre en place là, le but c'est de mettre justement, de continuer à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire de mettre en partage nos témoignages, notre savoir, nos savoir-faire. C'est pas facile parce que justement cette guerre est particulièrement invisible. On a été quelques-uns, j'imagine que vous l'avez fait aussi récemment, à chercher des informations sur ce qui se passe actuellement, où en est l'intervention militaire, notamment française. On a trouvé par exemple des choses, mais il faut vraiment bien chercher dans la presse sur le fait qu'il y a quelques jours, il y a eu de nouveaux bombardements à la fois états-uniens et français. Officiellement, à la différence des bombardements russes qui font beaucoup de victimes civiles, les bombardements français, on peut se rassurer au moins, sont extrêmement propres, très nets et ont des cibles extrêmement bien déterminées, donc soyons rassurés. Mais en tout cas, voilà, par exemple, le but du collectif, ça peut être déjà de rassembler toutes ces informations, de rassembler également des informations sur ce qui se passe dans les pays dont la France impérialiste. Je pense que ça a été important de souligner la question fondamentale de l'impérialisme, dont la France est l'allié et le marchand d'armes et de centrales nucléaires. C'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas moins d'une semaine, il y a des militants, des opposants au régime des Saouds qui ont été exécutés, soit par balle, soit par pendaison, simplement parce qu'ils militaient contre ce régime. Donc voilà, autant d'informations, de solidarité internationale qu'on peut mettre en place au travers du collectif. Donc je termine en disant qu'en effet, il y a une feuille qui circule pour que vous puissiez noter vos coordonnées et qu'on puisse continuer à mettre les choses en commun. On avait déjà lancé un site très modeste qu'on avait appelé Sillage, voilà, pour collectif international anti-guerre. On peut aussi, on a été quelques-uns à prendre des notes sur cette soirée, on peut déjà envisager aussi d'en tirer un texte, un premier compte-rendu, bien sûr être présent le 30, et je pense aussi qu'il faut bien réfléchir à ce qui a été dit par certaines et certains, notamment il y a des artistes, il y a parmi nous, il y a des gens qui ont cette fibre culturelle, que ce soit poétique, musicale, théâtrale, etc. Il faut aussi réfléchir en ces termes-là. Merci. Bonsoir, Anna Saria de l'Organisation des Femmes Égalité. Donc, d'abord, on veut saluer l'initiative, on l'attendait vraiment, et on est très contente de se retrouver ici. Alors, une contribution particulière, c'est le lien entre la défense des droits des femmes et la lutte contre la guerre, qui n'est pas très facile à faire, car l'ennemi désigné est Daesh. Alors, nous dénonçons, et parfois on se retrouve un peu seul, on voudrait
comme instrument pour justifier les interventions militaires et les bombardements. On le dit et on le répète, ils ne défendent pas les droits des femmes. Ils utilisent la souffrance des femmes, parce que souffrance il y en a. Ils utilisent la souffrance des femmes pour défendre des intérêts des puissances, des dominations et des pillages des richesses. Et de la même façon, comme on le disait au moment de la guerre d'Afghanistan, et c'est là où on s'est connu avec Christine, on disait les bombes de l'OTAN ne vont pas libérer les femmes d'Afghanistan. Et aujourd'hui, la réalité nous donne raison. Les interventions militaires, les bombardements de la France, des États-Unis, de la Syrie, de l'Irak ne vont pas libérer les femmes. Et ils ne font que semer désolation, destruction, pousser les populations vers l'exil et semer de la haine qui permet à Daesh d'avoir de plus en plus d'influence dans les esprits et des militants. Même s'ils enregistrent des défaites militaires, ils sont des militants, ils sont des jeunes qui sont de plus en plus attirés parce qu'ils sont contre ces destructions réalisées dans ces pays. Donc à la longue, les droits des femmes ne vont pas progresser. Ça, c'était la première chose qu'on voulait dire. Deuxièmement, très court, par rapport, nous on travaille principalement dans les quartiers populaires, avec les femmes des milieux populaires, et il y a une préoccupation par rapport à cette situation de guerre. Il y a un lien spontané entre les bombardements là-bas et les attentats ici, et l'état d'urgence qui est vécu comme des descentes militaires dans les quartiers. Et c'est que cette inquiétude, il faut qu'on la transforme en mobilisation. Et pour cela, il faut que déjà ils nous voient. Donc, d'accord pour le collectif, d'accord, je suis assez d'accord par la démarche qui a proposé Catherine Samari. Il faut construire, il ne faut pas se précipiter, il faut irriguer, il faut construire. Et d'accord aussi avec les axes qu'a dit Patrick, j'ajouterai il nous faut un lien de toute façon entre les dépenses militaires et les dépenses sociales, qu'ici ils diminuent. Donc il y a la question des salaires, ça c'est pas des dépenses sociales, c'est un autre but, mais il y a aussi de l'argent pour les facs, pour les quartiers, pour les écoles, etc. Merci. Bonjour, moi je suis venu vous parler de ce qui se passe sur la fac de Nanterre. Je suis membre du comité anti-impérialiste. Depuis les attentats, en gros, on a commencé à se rassembler pour essayer de monter une lutte ou un collectif contre la guerre et l'état d'urgence. En fait, on est confronté donc à beaucoup, sans vous faire un tableau, il y a à peu près toutes les forces de la gauche qui peuvent être autour de la table. On a des très grosses difficultés, c'est-à-dire qu'on a déjà fait environ, on a 3 réunions ou 4, sans qu'émerge un collectif, tout ça. Ce que je voulais rappeler, c'est qu'à mon avis, le premier combat, il est vraiment dans nos rangs. On a des tendances qui sont tout le temps en train de tirer en fait vers la droite et vers essayer d'empêcher qu'on parle de la guerre, qu'on en parle le moins possible, soit parce que parfois on est imprégné, certains ils sont imprégnés de l'idéologie, de la rhétorique de l'impérialisme français qui est justement très fort, qui est une emprise dans les masses, avec l'idée qu'on exporte la démocratie, que c'est un moindre mal, etc. Et ça, on en est imprégné et ça nous freine. Soit parfois c'est par pur opportunisme, c'est-à-dire on se dit ça va pas prendre dans les masses, ça, elles ne veulent pas l'entendre, donc on ne le met pas, on cache un peu les idées, et voilà. Nous, quand on a vu que le collectif contre l'état d'urgence parisien, il ne parlait pas de la guerre, on a fait un peu atterri, on s'est dit, c'est quand même central. On sait qu'à Marseille, il y a un collectif qui s'est construit aussi, je ne sais pas si vous avez vu, qui sur une base de plateforme, qui intègre la guerre, ils ont à peu près les mêmes problèmes, les mêmes discussions, débats. Donc à mon avis, la solution, nous sur quoi on travaille, c'est une plateforme justement simple qui peut regrouper tout le monde contre la guerre, contre l'état d'urgence, voire soit de manière tacite ou de manière explicite contre la mobilisation réactionnaire, c'est-à-dire soit derrière le drapeau bleu, blanc, rouge, l'Union nationale, soit des formes de mobilisation réactionnaire qui peuvent se développer aussi dans les quartiers, justement, quand, là il y a une dame qui parlait de comment on va faire pour contrer la division, la montée du fascisme, mais le fait qu'on ne parle pas, que le mouvement social ne prenne pas à cœur ces questions comme quelque chose de central, que ce soit la guerre, les cris policiers dans les quartiers, les contrôles aux faciès, toutes ces choses-là, si on ne prend pas, on va contribuer à créer un mouvement qui va être unitaire et qui va faire en sorte que
il n'y ait pas une mobilisation contre ça de type réactionnaire, de type fasciste qui se développe. Parce que si ça se développe, l'islamisme radical, etc., c'est bien parce qu'il y a un sentiment d'injustice, de guerre injuste, etc., que nous, on n'est pas capable de mettre en avant, du moins pas assez à l'heure actuelle. Donc voilà, moi, ma proposition, c'est ça, c'est de travailler. Nous, sur l'enquête, on travaille à 5 collectifs sur la base de ces 3 points, contre la guerre, contre l'état d'urgence, contre la mobilisation réactionnaire, qu'après on peut décliner donc, en plusieurs revendications. Comme on a dit, ça peut être l'islamophobie, ça peut être les bases militaires à l'étranger, ça peut être plein de choses. Les déchéances de la nationalité, tout ça. Voilà, merci. Bonsoir, je suis Mathias. Mathias et Daniel, nous sommes un duo qui a vocation à être un trio, un quatuor et beaucoup plus après. Non, en fait, plus concrètement, on s'est rencontrés lors du mouvement Réelle Démocratie Maintenant, connu sous le nom des Indignés. Et on s'est réunis 3 fois avec quelques autres, suite à ce qui s'est passé donc, le 13 novembre. Et le petit intérêt du travail que va vous témoigner Daniel, c'est donc qu'il est déjà un travail collectif, et l'intérêt en tout cas du mouvement Réelle Démocratie Maintenant, c'était cette idée que la démocratie représentative a vraiment ses limites, et là ce qui se passe actuellement le montre vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a aucune décision réelle sur si M. Hollande ou M. Valls, en l'occurrence peut-être plutôt M. Fabius, décide de bombarder ici ou là. Donc, on a mis vraiment le curseur sur la démocratie. Donc, voilà, je vais vous laisser. On s'est vu donc 3 fois. Une première fois à 8, une deuxième fois on était une trentaine. D'ailleurs, c'était après ce qui s'est passé ici sur l'état d'urgence. Donc, il y avait des gens de divers univers, on va dire, plutôt à gauche, mais en tout cas de gens qui n'étaient pas issus de la même mouvance. Et donc, il y a déjà un petit consensus sur les points qui ont émergé sur comment finalement rassembler les gens. Parce que j'ai retenu que finalement, c'est ça la question principale, c'est comment on va rassembler les gens autour de cette idée de contre la guerre, en tout cas contre la France qui fait la guerre. Voilà. Oui, donc ce que ça a produit comme contribution écrite à ce mouvement, je vous le dis, c'est premier point, contre les guerres d'ingérence impérialiste. 1A, arrêt immédiat des bombardements en Irak, Syrie. 1B, retrait des troupes françaises de tous les territoires qu'elles occupent. 1C, arrêt immédiat des ventes d'armes, particulièrement au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à la Turquie, pour assécher ISIS, Daesh. Point 2, levée de l'état d'urgence. Point 3, pour une égalité des nations à l'ONU. Je suis content d'avoir réussi à formuler quelque chose en positif. Donc, pensez ce que vous voulez. Voilà. Donc, nous voulons encourager la création de collectifs pour un mouvement anti-guerre qui converge vers une manifestation nationale afin de rendre anormal que la France soit en guerre. Donc, c'est une contribution qui n'a pas, et d'ailleurs été complètement consensuelle, parce que sur la question de désigner les pays, là, tout de suite, il peut y avoir des débats. Donc, c'est pas évident, mais quand même, moi je suis halluciné personnellement qu'il n'y ait pas d'organisation qui soit partie prenante et qu'il n'y ait pas un collectif de ce côté-là encore. Donc je serais très pour que, je pense qu'on adopte qu'on est un collectif anti-guerre, hein, et je pense qu'il faut qu'on se voit avant le 30 janvier. C'est important d'être présent dans le mouvement contre l'état d'urgence, et d'avoir cette banderole pour ça, d'avoir déterminé un nom. Voilà, donc il faudrait, à mon avis, qu'on se voit avant le 30 janvier, qu'on adopte le nom, qu'on réalise une banderole pour le 30 janvier. Voilà. Laurent, je tends l'alternative libertaire. Je pense que la première chose que va permettre ce collectif, et peut-être demain j'espère ces collectifs locaux, c'est déjà de sortir de cet état de sidération qu'on a connu ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui empêche de penser, qui paralyse, qui empêche d'agir, qui a amené aussi une grande partie de la population dans ce pays-là à culpabiliser aussi de ne pas agir, et dans cette difficulté aussi à prendre du recul et de la distance,
à soutenir le gouvernement. 90% pour l'état d'urgence, pour ceci, pour cela. Donc ça va être le premier mérite de ce collectif-là. Ça va justement peut-être permettre, en s'adressant à tout le monde, à tous ceux, c'est-à-dire une immense majorité de la population qui a à souffrir justement de cette guerre de la France, en Irak, en Syrie, un petit peu partout, et de ces guerres menées par les autres puissances impérialistes, ça va déjà apporter beaucoup d'oxygène, je pense. Alors effectivement, comme le disait tout à l'heure un des intervenants, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais même si on n'est pas d'accord sur tout, je pense que c'est important qu'il y ait des choses qui, pendant toute cette action que va conduire le collectif anti-guerre, qu'il y ait des choses qui puissent s'exprimer par rapport à la guerre de la France, mais aussi par rapport à la guerre de tous ses alliés particulièrement infréquentables. Que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, que ce soit la Russie qui doit redevenir alliée après avoir été, voilà, que ce soit la dictature de Bachar al-Assad, etc., etc. Je pense que c'est pas en collectionnant les impensés, c'est pas en se mettant la main effectivement sur les yeux qu'on y arrivera et qu'on sera crédible. Il y a beaucoup de gens qui sont infréquentables. Et puis peut-être aussi que si on ne veut pas nourrir cette culpabilisation, on la connaît autour de nous. Il y a plein de gens qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a peut-être des gens qu'on peut soutenir. Il y a les révolutionnaires syriens. Il y a effectivement un certain nombre d'organisations kurdes. On n'en a pas parlé ce soir. Il y a aussi des organisations féministes. Il y a aussi des organisations syndicales en Iran, en Irak, en Afghanistan. Et tout ça, c'est la même région. Et peut-être que là aussi, eh ben, il va falloir faire donner plus de visibilité, effectivement. Dernière chose, après le coup de massue des attentats, le coup de massue de l'état d'urgence, vous avez vu, ça, il va falloir s'y préparer aussi. On nous prépare un nouveau coup de massue, c'est la crise internationale. Alors, on nous dit déjà, en nous faisant peur pour nous paralyser, regardez la Chine, regardez la récession, c'est sûr, ça va être pour 2016 pour 2017. Il va falloir aussi se préparer à ça, et la guerre aussi prépare effectivement à ça. Quelle société effectivement elle nous prépare? Cette société nationaliste, raciste, inégalitaire, capitaliste. Eh ben, c'est là-dessus qu'il va falloir être très bon. Voilà. Bien, bonsoir à tous, Estelle de Bratagnani. Alors moi c'est la première fois que j'assiste à une des réunions anti-guerre. Alors la chose qui m'a étonnée, c'est le nombre de fois que le mot guerre a été prononcé, parce que c'est anti-guerre, mais vraiment je trouve qu'il manque quelque chose de fondamental, et je ne sais pas si c'est le nom définitif, parce que là on se ferme à une grande partie de la population, c'est vraiment de dire pour la paix. Alors ça paraît peut-être basique, vous avez déjà discuté de ça apparemment, mais je dois en remettre une couche, parce que bon, pour trouver la paix, il y a deux façons de le faire, quoi. Au moins deux façons de le faire. Il y a le développement personnel, le changement intérieur, cultiver la paix avec son entourage, et le changement institutionnel. Donc soit en le combattant, soit en le transformant en intérieur. Mais chacun peut-être les deux à la fois. Mais il y a toute une partie du mouvement. Par exemple, la semaine dernière, j'étais avec les colibris qui, eux, travaillent plus sur l'intériorité, sur les alternatives locales. En fait, il faudrait qu'on arrive à tous se rassembler. Et les milieux militants plus offensifs, comme il y en a ce soir, et les milieux qui sont vraiment pacifiques, mais qui, en fait, on a la même intention. Donc, comment créer un pont entre les deux pour se rassembler, pour la paix et donc contre la guerre. Voilà, en fait, c'était ça que je voulais dire. En tout cas, ça, j'aimerais bien m'y atteler, et s'il y en a d'autres qui veulent s'y atteler, créer des ponts entre les univers qui ont les mêmes intentions, mais qui n'ont pas forcément les mêmes mots. Parce que ce soir, c'était quand même, dans le vocabulaire, il y avait du vocabulaire quand même assez guerrier, l'ennemi, on tombe à la guerre, et en même temps on a le même discours que ceux qui la font. Donc juste attention à ça, peut-être ajouter un peu de paix, de poésie, d'artistique, d'humour, justement pour rassembler un peu d'humour, un peu de créativité, des sourires, du plaisir d'agir. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire ce soir, pour qu'on parte avec l'envie d'aller voir. Donc, Faïma, le réseau d'intervention, réflexion, quartier populaire. Donc moi je dirais juste que je suis d'accord avec ce qu'elle dit la dame derrière.
mais on sait aussi que ceux qui font la paix, ils font les guerres. Voilà. Donc, en fait, moi, c'est la première fois que je viens, donc j'écoute, j'observe, voilà, je vais aussi dans les conférences de militaires, les écouter, parce que je peux m'introduire, mais là, je fais tailleur, brushing et tout, ouais. Sinon, je passe pas. Voilà. Donc, ils sont, nous, ouais, moi, je sais, en plus, ils ont du bon apéritif, en fait. Donc, voilà, donc, je veux juste dire que nous, on est en retard par rapport à eux. Eux, ils sont une longueur d'avance. Je dirais juste une chose, quand on entend quand même de haine, moi, la dernière fois que j'ai écouté, c'était haine des conseillers quand même du Quai d'Orsay, c'est pas rien. Et quand il dit que, mais il parle à des gens qui font les guerres, hein, des stratèges, et à des gens qui font de l'argent. Il leur dit où aller pour faire du fric. Après les guerres et pendant les guerres. Donc voilà, et bon, il faut écouter nos ennemis quand même. Ils nous donnent des leçons. Et quand il dit quand même une chose qu'il a dit, qui m'a frappé, c'est mais les terroristes islamiques ne connaissent rien à la religion. C'est à quel point, c'est un des trucs, hein, ils ont dit plein de trucs incroyables, mais vrais. Voilà, donc ça doit nous interpeller. Quand même, moi, personnellement, ça m'a interpellé. Voilà, donc à quel point ils ont une longueur d'avance sur nous, quoi. Et à quel point ils nous mettent par le bout du nez. Et je dirais que ce mouvement, il peut être intéressant si on a un tendon assez large dans tout ce qui est conséquence aux guerres et tout ce qui doit rassembler des guerres. La guerre ici en France, nous, quand je dis nous, je parle de ceux qui sont dans les quartiers populaires, les lignes intérieures, on la connaît depuis longtemps. L'état d'urgence, on y est depuis longtemps. Moi, chez moi, ils sont venus, ils ont tout démoli il y a 3 semaines. Et j'ai rien d'une terroriste, d'une islamiste, comme on l'entend. Bon, même que je suis croyante, quoi. Bon, ils sont venus m'impressionner parce que je suis militante. Mais voilà, bon. Mais, donc, il faut quand même, ça fait très longtemps que nous sommes en guerre. Maintenant, l'état d'urgence, c'est juste que l'état d'urgence, elle a élargi cette guerre intérieure à la population plus large et aux militants plus large. Et je dirais que là, il y a un pendant à faire si on veut être plus fort. Donc ça veut dire intégrer, je l'ai entendu tout à l'heure, par celui de Nanterre, les luttes islamophobie. Là, maintenant, il y a un verdict qui vient de tomber à Bobigny. Ça veut dire une famille. Donc, il a été acquitté, le policier. Le verdict est tombé il y a 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'on est. Même quand on a toutes les preuves contre eux, même quand ils avouent que ce procès, il n'est pas, pour ceux qui suivent, inodin quand même, c'était le flagrant délit avec toutes les preuves, voilà. Donc nos guerres à nous, elles continuent, et ça serait bien qu'on se rallie tous, et puis on ne peut pas faire, je pense que ce qu'il ne faut pas louper, c'est le cadre international. Et dans le cadre international, il ne faut pas non plus louper notre solidarité à ceux qui fuient les guerres. Ça veut dire aux migrants. Ça, c'est très important. Bonjour, je m'appelle Wissam, et aussi puisque l'actualité c'est très, je suis binational. Moi, je pense que, effectivement, je suis heureux que cette rencontre ait lieu, parce que ça faisait longtemps que avec des copains on pestait devant nos écrans ou dans d'autres lieux en regrettant que quand il y a une guerre menée par exemple par les États-Unis, on est capable de se bouger, et que quand c'est nos guerres, là il n'y a plus personne. Donc je suis d'accord, je suis très d'accord avec certaines interventions, un peu moins avec d'autres, c'est pas très important. Donc, un grand oui à un argumentaire pour bien expliquer que c'est une guerre faite par des riches contre des pauvres, que c'est une guerre intérieure. Qui justifie de museler tout, le mouvement social, la presse, etc. Mais aussi de contrôler beaucoup plus certaines personnes. Moi, je suis une personne qu'on qualifie de racisée, et depuis le début de l'état d'urgence, parce que nous sommes en guerre, j'ai été contrôlé depuis le début de l'état d'urgence 7 fois. Et donc, voilà, de bien mettre ça de bien mettre l'accent là-dessus, de bien montrer aussi les intérêts économiques et comment cette guerre, elle justifie nos modes de vie, comment elle développe, comment elle fait le jeu de certaines multinationales, certaines multinationales françaises, d'insister. Et là, plutôt que
que justement pour rester ouvert, je pense que c'est très important, a fortiori parce qu'on est en France, parce qu'on est membre d'une puissance impérialiste, parce qu'on est membre d'un pays riche qui a un poids au Conseil de sécurité, parce qu'on est membre d'une ancienne puissance coloniale, c'est très important de ne pas se lancer dans des grandes leçons de géopolitique qui généralement sont la caractéristique d'un certain nombre d'intellectuels français et malheureusement de certains milieux de gauche française qui ont la caractéristique, par exemple, de ne pas être arabophone, par exemple, de ne pas connaître grand-chose à l'histoire ou à la sociologie de la région. Et donc, du coup j'en appelle justement pour qu'on puisse s'unir avec tous les gens qui sont ici, d'insister sur le fait que nous, on est en France, donc on lutte contre les politiques de la France, de ses alliés, et qu'on parle de là où on est. Et pour remettre une couche sur ça, à ceux qui parleront du fait qu'il faut être internationaliste, ben, retrouvons-nous aux côtés des migrants à la manif du 23 janvier à Calais. À ceux qui veulent libérer les femmes, ben, luttons et rejoignons toutes les organisations féministes et n'acceptons pas le fait qu'elles soient critiquées ou qu'aujourd'hui féministe ce soit un gros mot dans certains milieux. Et pour conclure, je vais citer quand même un activiste américain qui s'appelle Albert Winston et qui disait, si je retrouve ça sur internet, on va y arriver. Et il disait, au lieu de nous demander, merde, ça a coupé. Non, en gros, il répondait après le 11 janvier. C'était après le 11 janvier aux gens qui parlaient du fait que les terroristes étaient tarés, etc. Au lieu une des choses qu'on devait se demander, encore une fois, de là où on est, c'est pouvons-nous tuer moins de gens à coups de drone, pouvons-nous enfermer moins de personnes arbitrairement, pouvons-nous moins attaquer de gens, pouvons-nous moins piller de pays. Et si on ne se pose pas d'abord ces questions-là, au lieu de se poser des questions sur la psychologie du terrorisme, sur la culture dégénérée de certaines populations un peu bronzées, et ben, si on ne se pose pas d'abord ces questions-là, ben, peut-être que la paix est un rêve irréalisable. Et moi, je souhaite qu'elle le soit. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Louise, je suis militante de la coordination des États anarchistes. Dans un premier temps, comme d'autres avant moi, on salue cette initiative qui, oui, a tardé, mais qui est là ce soir, et c'est un moment important. Il nous paraît important, comme ça a été dit auparavant, d'avoir des axes communs, un argumentaire fort politique pour le lancement d'un mouvement qu'on espère démarrant aujourd'hui contre la guerre. Ce qui nous paraît important aussi, c'est que ces revendications d'opposition à la guerre s'articulent et marchent comme un même corps, sur un même pied, avec le recul net de l'état d'urgence, qui laisse place à la militarisation, qui laisse place au renforcement des violences qu'on connaît déjà, ça a été dit, l'état d'urgence, mais aussi qu'un multiplicateur, un amplifieur des violences de l'État, qu'elles soient racistes ou sociales, qui étaient déjà présentes. On l'a vu à Saint-Denis avec l'assaut Les Conséquences. D'ailleurs, je vous invite lundi soir à venir soutenir les familles qui ont été du coup mises à la rue suite à l'assaut et qui manifestent. Ça fait 2 mois qu'elles n'ont pas été reçues par la préfecture. Elles le sont enfin. Voilà une réaction et une expression de la violence de l'État. Et cette militarisation intérieure, il faut la dénoncer. C'est important. Parmi nos revendications, la construction de ce mouvement anti-guerre, il ne doit pas se faire sans la reconnaissance et le soutien clair et explicite à l'autodéfense, celle qui est mise en place par les révolutionnaires et les progressistes kurdes, et également par les révolutionnaires syriens et les progressistes syriens. C'est un axe nécessaire et important pour que ce mouvement anti-guerre ne soit pas incantatoire de toutes les réalités sur place. Sinon, on pourrait aussi reproduire des formes d'impérialisme. Important la dénonciation de l'impérialisme français, européen, mais que ça soit également allié à la dénonciation de l'impérialisme russe et des impérialismes régionaux, comme on le voit avec la Turquie. Enfin, comme ça a été dit par le camarade précédent, l'article
l'articulation de ce mouvement anti-guerre, il doit se faire aussi avec les luttes qui sont menées par les premières victimes, les personnes qui sont en première ligne, qui sont sur le territoire, les migrants et les réfugiés, qui ont construit depuis plus de 6 mois un mouvement auto-organisé. Ce mouvement anti-guerre, il doit s'allier et renforcer leurs revendications. Parce que pour eux, la guerre, c'est la réalité quotidienne qu'ils ont fui et qui les mène ici. Le 13 novembre, c'est aussi la réalité quotidienne là-bas dans les pays qu'ils quittent. Donc, il doit y avoir un lien et un renforcement aussi de leur lutte. Donc c'est plus qu'une invitation à venir à Calais, mais c'est aussi une invitation à intégrer les revendications et le soutien aux migrants et aux réfugiés. Et enfin, on est favorable à ce qu'il y ait une initiative forte contre la guerre, donc à la suite de la mobilisation du 30 janvier, et on salue l'initiative d'un cortège anti-guerre. Et puisqu'une seule proposition a été faite pour le moment par sortir du colonialisme, envisager un calendrier qui serait un peu dans cette idée-là. Je le rappelle, leur manifestation sera le 19 mars, donc envisager une mobilisation pour la suite qu'on construirait à partir de maintenant, une mobilisation populaire, parce que moi je suis à Saint-Denis, cette mobilisation contre la guerre me semble extrêmement populaire et pourra permettre une résistance à la hauteur de ce qu'on subit et des attaques qu'on subit là maintenant. Voilà, je vous remercie. Amara, cofondateur du UDAL, porte-parole de droits de l'homme, un des initiateurs de la campagne civile pour la protection du peuple palestinien. Donc ça va être très rapide parce que tout a à peu près été dit. Moi je voulais vraiment intervenir et appuyer là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui les guerres provoquent une extension de la misère et les sans-papiers, les sans-logis, tous ceux qui se battent aujourd'hui font la guerre à la misère. Il faut faire un lien absolu avec ça. Donc, aller à Calais le 23, aux côtés de ceux qui sont les premières victimes, qu'ils se mobilisent aussi dans la durée, aux côtés des sans-papiers. Nous, on fait la tournée des foyers de migrants actuellement, qui sont salement touchés par cet état d'urgence, puisqu'il y a un mois de ça, même pas un mois, 21 sans-papiers ont été raflés dans un pays du 18e au nom de l'état d'urgence, au même titre que des militants, comme c'était le 22 novembre, ont été poursuivis, il y en a 58, etc. etc. Bon, donc nous on avait été, on a envoyé un petit texte, c'était il y a plus d'un mois maintenant, à Stop État d'urgence, dont on fait partie bien évidemment, à fond, pour dire que l'état d'urgence aujourd'hui c'est la conséquence et que l'état de guerre, ce que provoquent les guerres, c'est la cause. De remonter de la conséquence à la cause. Donc pour nous, ce qui est impératif, c'est d'inscrire dans la durée le lien de cette lutte qui avance, hein, parce qu'on a des acquis, on a fait reculer le gouvernement. Les manifs, maintenant, elles ont lieu. Ils voulaient les interdire, mais elles ont lieu. Donc ils ont reculé, quoi qu'il en soit. Ils vont continuer à reculer parce que le collectif est en train de s'élargir, en train de se cimenter et s'inscrire dans la durée. Donc pour nous, le 30 janvier, c'est effectivement très important de faire ce lien direct entre les conséquences de l'état d'urgence et la cause réelle que sont les guerres. Donc on ira. On va continuer ce travail avec ceux qui sont les premiers concernés, effectivement, les sans-papiers, tous les camarades de migrants avec lesquels on sera à Calais. Calais, samedi 23 janvier, rendez-vous à 8h30, porte de la Chapelle, vous avez les tracts à disposition, il faut être très nombreux. En plus, on va aller en territoire Front National qui se refait actuellement de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour nous, le lien, c'est que les pauvres, ceux qui sont aujourd'hui en lutte par rapport à leurs droits, se mobilisent également sur la cause profonde de leur misère aujourd'hui, de leur état de déshérence, c'est-à-dire se mobilisent contre la guerre. Ça n'appartient pas simplement à nous, militants, à nous, associations, à nous, organisations, ça appartient en premier lieu à ceux qui en sont les premières victimes. Et on fera ce travail-là, que ce soit dans les foyers de migrants, que ce soit avec les migrants, que ce soit avec les mal-logés, les sans-logis, et pour nous, ce mouvement doit s'appuyer là-dessus. Pour terminer concrètement, Willy proposait une réunion rapide, je pense que c'est indispensable, effectivement. Si c'est le mardi 2 janvier, moi ça me paraît tout à fait, parce qu'il ne faut pas laisser, le mardi 2 février, pardon, parce qu'il ne faut pas laisser l'espace, hein. Là, il y a une première qui est une réussite, on voit bien qu'il y a des convictions, on voit bien qu'il y a des révoltes, on voit bien qu'aujourd'hui il y a des tas de gens qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire, on ne va pas rester les poings dans les poches, on ne va pas avoir notre indignation rentrée et silencieuse. Il faut agir et on va agir.
enregistrés pendant la manif. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de fatalité. Et l'antidote au poison de la fatalité, c'est la lutte de ceux aujourd'hui qui subissent et qui s'organisent et qui refusent cette fatalité, les sans-papiers, les mal logés, les pauvres en général. Bon, donc il y a un nombre de propositions, je pense, qui font à peu près, si le fil au niveau des applaudissements, il faut relativement la limiter. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on valide la date du 2 février avec une salle ici pour la réunion du collectif. C'est gênant parce que, je m'excuse, mais pourquoi c'est un problème, c'est que tous les mardis, maintenant, il y a le collectif Stop État d'urgence qui se réunit aussi dans ce lieu. Et donc, oui, il faudrait quand même qu'on arrive à relier les deux, quoi, hein. Si on veut cimenter, c'est pas en faisant le même jour la réunion. Si on pouvait faire le lendemain, par exemple, ou la veille, ce serait bien, soit le premier, soit le 3. Voilà. Le problème, c'est que la multiplication des réunions, elle touche un peu tout le monde, et il faut aussi se partager. Celle-ci, c'est toutes les organisations qui participent déjà. Je ne sais pas, le mardi. On peut faire le 3, si ça ne pose pas de problème particulier. Voilà. Non, ça ne sera pas ce jour-là que ça commence. Ça va commencer le 5. Allez, donc on marche sur le 3 à 19h ici, on vous indiquera la salle, c'est la première chose. Deuxième chose, pour ce qui est de la manifestation, je crois qu'effectivement, ça serait bien qu'il y ait une banderole. Ce qu'on vous propose, c'est, vu l'état des débats et le temps qu'on a d'ici là, que ce soit une banderole qui s'appelle Collectif contre la guerre. Je pense que, voilà, certainement, ça ne dit pas tout, mais ça dit le minimum et en même temps l'essentiel. Troisièmement, donc on a recueilli un certain nombre d'adresses mail. Ce que je vous propose, c'est d'une part peut-être que ceux qui ne sont pas inscrits viennent donner leur adresse mail ici. Et on va offrir une adresse mail qui va s'appeler antiguerre, comme ça s'écrit, comme ça se prononce, @gmail.com, auquel ceux qui ne sont pas là, ou ceux qui n'ont pas les outils là, pourront envoyer aussi l'adresse mail et on montrera une liste mail de façon à contacter tout le monde. Dernière chose pour le matériel, pour le 30 janvier, peut-être que ça serait bien de prévoir. Alors là, on a un problème de date, une réunion, mais voilà, soyons raisonnables aussi sur le nombre de personnes, parce que là, faire un tract ici, ça va être compliqué. Donc on peut peut-être prévoir la semaine prochaine, donc, alors pas le mardi, mais le mercredi, aidez-moi dans les dates. Voilà, mercredi 21 janvier, 20 janvier, pardon, mercredi 20 janvier, dans une petite salle ici, donc pas tout le monde, voilà, pour rédiger un matériel qui sera disponible pour le 30 janvier. Voilà. On peut reprendre la tête comme base. Oui. L'idée, c'est de prendre la tête comme base, mais s'il y a des gens qui veulent absolument la démodification, ils seront bien accueillis. Voilà. Et peut-être profiter aussi de dire que si on peut dès maintenant faire une cotise pour tout ce qu'on a à dépenser, pourquoi pas ne pas passer maintenant Ouais. Pour une banderole, on va s'en sortir. Voilà, merci.